prochaines élections locales. Monsieur Baouri, bonjour. On va aller. Faites rentrer la chaise un peu. Encore. Encore. Faites rentrer la chaise un peu. Voilà, tirez un peu le micro vers vous. Voilà. Hey, c'est pas ça, Makanira. Non, non. Oh, regarde là-bas. Moi, je te dis, Makanira, tu composes un bois car souvent. Oh, c'est Makanira ça. C'est pourquoi je n'aime plus que tu me conduises, quoi. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, la tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes jeudi 24 août 2017, après une déconfiture de quelques semaines, les leaders du FAD, Front pour l'alternance démocratique, se reversent au sein de l'opposition républicaine. Première conséquence de ce retour, Aluseni Makanira Kake perd son poste de porte-parole. Pourtant, il avait dit et persisté que Aboubakar Silla ne sera plus son porte-parole. Le président des FND sera donc en direct dans cette émission dès l'entame. Et puis derrière, nous allons appeler Aboubakar Souma, un autre élément du FAD, Front pour l'alternance démocratique, qui était ancien membre de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Quel est aujourd'hui son sort, ou du moins quelle est sa position par rapport au retour de ses amis au sein de l'opposition républicaine? Il sera lui aussi en direct dans cette émission. Et puis, comme annoncé hier, l'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est bien M. Baouri, il est leader politique. Avec lui, il sera question d'abord de l'éboulement de la décharge de Concasseur, la cherté de la vie, les bouchons interminables aujourd'hui dans la ville de Conakry, la crise au sein de la CENI et sa résolution, le fonctionnement actuel de l'opposition, et également les préparatifs des élections locales prochaines. Monsieur Baouri, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Soirée Bouakar, bonjour. Bonjour Condé, bonjour à notre invité. La mise en œuvre est assurée par Kandé Omar Kamara, la réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe composée ce matin de Kadia Touré et Sekou Touré. Ici, micro-présentation à Bouakar Condé, il est déjà en ligne. L'ancien ministre de la communication du gouvernement Alpha Condé, il est aujourd'hui un des acteurs clés de l'opposition républicaine. C'est ça aussi la politique en Guinée. Aluseni Makanira Kake, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Hier, à la plénière de l'opposition, c'est Aboubakar Silla, on a vu faire le compte rendu des travaux. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, vous savez, rien ne s'est passé d'extraordinaire. Je vous ai dit que j'étais le porte-parole de circonstance, faute du porte-parole officiellement désigné. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que nous nous sommes retrouvés. Vous savez, il y a eu une mini-crise au sein de l'opposition républicaine suite à la création du FAT et les positions prises par chaque parti par rapport à l'organisation de nos manifestations, c'est-à-dire les meetings et la marche du 2 août. Donc après cela, nous avons décidé de nous retrouver
pour discuter et laver le linge sale en famille. Ce qui fut fait, je crois que c'est aussi clair que je n'ai pas besoin d'apporter d'autres commentaires. Comme l'eau de roche, oui, allez-y. Monsieur Makanera, quelle était l'ambiance dans la salle lorsque les leaders du mouvement FAD est revenu au niveau de l'opposition républicaine? Je crois que chacun était informé de leur retour parce que d'habitude, les réunions étaient convoquées par les responsables de l'UFC. Après la création du FAD, les responsables se sont retirés et pour convoquer cette réunion, c'est les mêmes responsables qui nous ont conviés à la réunion. Donc, il n'y avait pas de surprise à ce niveau. Mais sauf que vous avez dit personnellement et sur cette antenne à plusieurs reprises que vous ne dites pas qu'Aboubacar Sylla ne peut pas redevenir porte-parole de l'opposition, mais vous, il ne sera plus le vôtre. Mais cela demeure encore. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui dit, il répète. Je vous dis, il ne sera jamais mon porte-parole. Et s'il est maintenu porte-parole de l'opposition républicaine, je tirerai toutes les conséquences. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tourne à gauche et à droite. Malheureusement, en Guinée, on pense qu'il faut rester derrière une personne. Non, je défends un idéal et pour moi, ce qui a beaucoup plus de valeur, c'est mon honneur et ma dignité. Je ne négocie pas ça. Il ne le sera pas mon porte-parole. Je ne dis pas qu'il ne sera pas porte-parole de l'opposition républicaine. Donc, vous voulez nous dire son retour pouvait occasionner votre départ au sein de l'opposition républicaine? Bon, c'est les jours et les semaines à venir qui détermineront tout cela. Vous savez, vous avez dit quelque chose que je ne partage pas, dire qu'aujourd'hui, parce que hier j'étais dans l'opposition, hier j'étais avec le pouvoir, aujourd'hui je suis dans l'opposition, que c'est la politique en Guinée. Non, c'est la nature humaine. Ce n'est pas seulement la politique, mais c'est la nature humaine. C'est vrai. Que ce soit dans les affaires commerciales, dans le mariage ou en politique, puisque l'homme étant imprévisible, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez commencer avec quelqu'un et finir avec lui. Vous êtes avec quelqu'un tant que vous partagez les mêmes valeurs et les mêmes points de vue. Ouais. Ce qui est grave, c'est de ne pas pouvoir défendre vos convictions. Oui, mais et quand est-ce que le président Cellou Dalein, puisque c'est lui la clé de voûte de l'opposition guinéenne en étant le chef des filles, est-ce qu'il a fait une réunion préalable pour dire que oui, le linge sale a été lavé et voici désormais la conduite à suivre, surtout dans son compte-rendu? Aboubacar Sylla a insisté sur un passage, c'est bien les attaques personnelles par médias interposés. Bon, je crois que cela a été évoqué dans la salle. Vous savez quels sont ceux qui sont à la base des attaques personnelles? Qui sont-ils? Ceux qui ont été... Non, bon, moi je ne veux pas revenir sur ça, on a lavé le linge sale en famille, mais les médias... Avec quel savon? Qui avaient été utilisés pour attaquer telle ou telle personne. Donc vous êtes mieux informé que quiconque. Donc moi je ne reviens pas sur ça. Je me bats pour des principes, pour des valeurs et pour mes convictions. Et quand je crois en quelque chose, je défends, je ne calcule pas. Vous ne reculerez et quand pas. je ne partage pas aussi, j'ai la même position droit dans mes bottes. Je ne recule pas. Parce que je ne crois qu'en Dieu seul. Tout le reste, c'est éphémère, aléatoire et passager. Ouais. Seul Dieu demeure éternellement. Ouais. Quand vous pensez que vous défendez la vérité et la justice, vous êtes soutenu par Dieu. Ne cherchez pas le soutien des hommes. Monsieur Makanera, vous dites que le linge sale a été lavé, mais est-ce qu'il a été lavé, bien lavé, proprement? Parce que vous réitérez ici déjà que le porte-parole de l'opposition républicaine ne va plus jamais être votre porte-parole. Mais le linge sale lavé ne veut pas dire que c'est Aboubacar Sylla qui va être porte-parole de l'opposition. Le linge sale, il y a eu des attaques et contre-attaques. Ouais. Donc on veut reprendre... Parce qu'on a, Cellou a dit sur cette antenne, comme Aboubacar Sylla et Mokhtar, pour une fois, sont devenus députés. Vraiment, je ne veux pas personnaliser dans les autres médias, radios et télévisions, et je vous réitère. Moi, je répète ce que j'ai dit, je suis derrière ça. Et est-ce que les autres ne voudront pas dire que vous ne voulez pas sentir Aboubacar Sylla? Il joue bien ce rôle. Bon, est-ce que vous pensez que je suis venu dans
dans l'opposition pour prendre une place. Abakar Silla m'avait interpellé plusieurs fois pour dire que je suis fatigué du porte-parole là, Makanera, il faut m'aider ou Papa Kouli pour moi, les archives existent. Ouais. Donc c'est pas une question de porte-parole, mon frère. Donc dire sentir ou pas sentir, moi je ne crois pas là où est né le problème. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas. Mais pourquoi vous voulez dire que je ne veux pas le sentir? Oui, mais il ne veut pas, mais dès qu'il est revenu encore, on le lui a restitué. Non, mais vous savez, le porte-parole est choisi par la plénière. La plénière d'hier, l'ordre du jour, ce n'était pas le choix de porte-parole. Je crois qu'il ne faut pas créer de problème là où il n'y en a pas. C'est pas nous qui en créons, hein? Non, mais c'est vous qui le dites. Ce que je voudrais vous faire comprendre, Oui. c'est que Makanera Alusene Kake, qui je suis, Va bientôt tirer ses conclusions. de défendre mes convictions. D'accord. Ce que je dis là, c'est ma conviction. Tant que je crois à cette conviction, je la défends. Aluseni Makanera Kake, président de FND, merci d'être passé dans cette émission. Tout le plaisir était pour moi. Et bonne journée. Merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. L'ancien membre de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et actuel président du PGE, c'est bien Aboubakar Souma. Il est aussi, son parti est membre du FAD, puisque les autres ont décidé de rejoindre encore l'opposition républicaine. Quelle va être lui sa démarche? Est-ce que le FAD va exister en tant que tel, ou du moins lui-même va décider de rejoindre l'opposition républicaine? Autrement dit, son ancien mentor, et là, j'ai Seloudalen Diallo, il est en ligne. Aboubakar Souma, bonjour. Bonjour, comment ça va, mon frère ami? Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vos pairs du FAD ont décidé de retourner hier au sein de l'opposition républicaine. Il y a du bruit à côté, monsieur Souma. Est-ce que tout cela, c'est pour agrémenter l'émission? J'ai quitté. D'accord. Maintenant, je disais que Aboubakar Silla, Mokhtar Diallo et autres ont décidé de rejoindre encore l'opposition républicaine. Comment vous avez trouvé cette démarche? Est-ce que vous avez été informé en amont? Bon, je pense que, mon frère ami, il n'y a pas de commentaire autour de ça. Un leader politique est libre de prendre la ligne qu'il souhaite, qu'il veut, et de suivre la ligne qu'il se trace. Nous, moi, là-bas, nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas de l'opposition républicaine. Nous avons signé une alliance politique et électorale avec M. Mokhtar Diallo, honorable Mokhtar Diallo, honorable Deliano, honorable Silla, dans le cadre du FAD, du Front pour l'alternance démocratique en Guinée. Maintenant, ils étaient tous les membres de l'opposition républicaine. Nous n'avons pas adhéré à l'opposition républicaine depuis la création de notre parti. Je crois que s'ils là-bas non plus, s'ils décident de revenir sur la table, qu'ils n'ont jamais quitté d'ailleurs, c'était un point de vue, je crois, par rapport aux marches. Ils disent qu'ils ne peuvent pas être dans la rue en même temps. Autour de la table. Autour de la table. L'opposition républicaine n'est pas une alliance. C'est un regroupement d'un certain... C'est un magma de partis politiques, hein? C'est un magma de partis politiques autour du chef de file de l'opposition qui, normalement, devrait pouvoir fédérer l'ensemble des partis de l'opposition. Mais c'est ce qu'il fait. Mais je ne crois pas, parce que puisqu'ils ne sont pas de même conviction que lui, dans le cadre de l'UFDG, la guerre est déclarée contre eux. Donc nous, de notre côté, nous restons encore FAD et nous allons analyser et apprécier politiquement tous les comportements futurs et actuels des uns et des autres. Mais est-ce que vous avez pris attache avec vos pairs, Aboubakar Silla, Mokhtar Diallo? Vous avez échangé avant ou après la plénière d'hier? Nous avons échangé hier, naturellement, oui. Oui. Quel a été le contenu des échanges? Bon, il n'y a rien de mal en soi. Et puis nous pensons que notre alliance politique
continue, elle doit continuer. Nous devons continuer à mobiliser les autres partis politiques avec lesquels nous partageons les mêmes points de vue politiques et continuer le combat jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs communs. Avec tous les membres du FAD? Tous les membres du FAD, y compris, oui. D'accord, mais comment vous allez y arriver quand au FAD il y a une ligne à suivre, à l'opposition républicaine il y a une autre charte à suivre? Est-ce que, à votre avis, les deux peuvent converger vers une même direction? Au moins, c'est ça que je viens de vous dire. Je dis l'appréciation politique se fera lorsque les 5 premiers membres du FAD vont se retrouver. Ah bon. En attendant, nous n'avons pas de commentaire spécial à faire. Nous avons été informés. Et vous avez pris acte? Nous avons pris acte. L'honorable Silla personnellement m'a appelé, Aboubacar, et à Sidlaba qui m'a appelé des États-Unis également. J'ai passé le numéro de Sidlaba à honorable Aboubacar Silla. Ils ont parlé. Honorable Aboubacar Silla a parlé avec ma personne. Je pense que l'opposition républicaine, une fois encore, n'est pas une alliance ni électorale, mais c'est une simple regroupement. Autrement dit, un forum. Un forum des partis politiques ou une plateforme des partis politiques. Nous avons signé une alliance politique et électorale. Il y a une nuance entre les deux formes de regroupement. D'accord. Donc, je pense que cela n'a rien à voir avec notre alliance politique. S'il y a des développements autres, eh bien, nous allons prendre les dispositions. Pour les apprécier après. Honorable Souma, est-ce que vous avez discuté avec Aboubacar Silla par rapport à votre venue au sein de l'opposition républicaine? Si tu dis par rapport à notre venue au sein de l'opposition républicaine, ce n'est pas nous qui sommes venus. Moi, non, votre parti. Non, je dis que non. Non. Je vous ai dit que je ne suis pas. L'opposition républicaine, c'est une opposition qui va de compromis en compromis. Je l'ai dit sur toutes les antennes. L'opposition républicaine aujourd'hui est en train de détruire les lois de la République pour des accords politiques. En détruisant les lois de la République pour valoriser les accords politiques. Mais alors, comment voulez-vous qu'un soi-disant opposant qui souhaite gouverner ce pays un jour essaye de faire en sorte que sa volonté se réalise au détriment de la loi de la République? Si vous prenez tous les accords, tous les points d'accord, à part l'indemnisation et des victimes, tous ces points sont en désaccord flagrant avec les lois de la République, y compris la Constitution qui est la loi mère. Comment voulez-vous que nous soyons dans une telle opposition qui devrait normalement être à l'avant-garde des lois de la République? Nous disons donc une fois encore que nous ne pouvons pas appartenir à une opposition qui va de compromis en compromis pour compromettre l'avenir de la nation. Honorable Souma, ce que moi je ne comprends pas, vous êtes avec Aboubacar Silla qui partage les mêmes opinions avec l'opposition républicaine, les mêmes valeurs que vous critiquez d'ailleurs, et comment arrivez-vous à concilier les deux? Je vous dis que... Pourtant qu'on dit que l'ami de ton ami, c'est ton ami. Hein? Je voudrais vous dire une chose. Au moment où FAD se créait, Aboubacar Silla, Mokhtar Diallo, Tidiano, les trois avaient pris leur distance par rapport à l'opposition républicaine, pour des raisons, entre autres, citées. S'il y a eu des démarches, mais ce que vous ne devez pas oublier, mes frères guinéens, allez-y. L'espace guinéen aujourd'hui est dominé par des considérations ethno-politiques. Donc il y a des pressions ethno-politiques dans tout ce que nous faisons en Guinée aujourd'hui, en tout cas les leaders politiques guinéens font. Il y a de ces groupes sociaux qui mettent des pressions sociales, ethniques sur de certaines personnes. Finalement, les gens peuvent céder. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais alors, nous avons signé une alliance politique et électorale. Nous avons des dispositions dans cette alliance. Lorsque nous constaterons que ces dispositions ne pourront pas cohabiter avec ce qui se passe au niveau de l'opposition républicaine, eh bien, les leçons seront tirées et les conséquences également seront tirées. C'est aussi simple que ça. Et ouais, mais qui vous qualifiez de soi-disant politiciens qui essayent de violer toutes les lois du pays? Mais si vous prenez le point de vue de l'accord, prenez par exemple le point de vue de
Non, non, non. Qui est ce soi-disant politicien? Sans langue de bois. Non, vous avez dit tout à l'heure qu'un soi-disant politicien essaie de violer toutes les lois, va de compromis en compromis pour créer la compromission de l'avenir du pays. Qui est ce soi-disant politicien? Moi, je n'ai pas dit de ce soi-disant politicien. Ah si, les archives sonores sont là. Nous n'appartenons pas à une opposition qui se dit de l'opposition, qui détruit les lois de la République. C'est ça que j'ai dit. D'accord. Aboubacar Chouma, merci d'être passé dans cette émission. Merci, mon amour. Bonne journée. À vous de même. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. On va directement enchaîner avec l'invité ici, dans ce studio, sur ce plateau, pour une certaine cohérence, puisqu'on vient d'appeler Aluseni Makaner et Aboubacar Chouma qui se sont prononcés sur les toutes dernières évolutions de l'actualité de l'opposition. Monsieur Baouri, vous les avez suivis. Quelles leçons vous tirez de leurs différentes interventions? Bon, et ils ont la liberté, comme ils l'ont exprimé, d'avoir leur propre point de vue. Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire à ce niveau-là en ce qui concerne leurs différentes démarches. Les démarches qui sont déjà engagées. Mais en tant que politicien averti, quelle lecture faites-vous de ces va-et-vient et de ces différents leaders politiques? Non, c'est la raison pour laquelle, bon, j'ai dit et je répète que dans le contexte de cette période historique que la Guinée est en train de vivre, il y a, disons, un cycle politique qui est en train de se terminer et l'élection de 2015 en était une illustration très spéciale. Et le cycle politique qui a débuté depuis l'indépendance avec tout ce que vous connaissez de culture du parti-État, d'une mentalité... De culte de personnalité. Disons, de trafic d'influence. Avec tout ce que la Guinée a connu, de stigmatisation, de culture de l'ethnocentrisme, d'attiser les contradictions sociales et ethniques pour diviser pour mieux régner, et qui a contribué au retard économique et social de la Guinée, ce cycle politique est en train de se terminer. Et un autre est en train d'émerger, et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte actuel, il y a beaucoup disons, de troubles au niveau de beaucoup d'acteurs et même au niveau des citoyens qui se posent la question dans quelle direction aller, que faut-il faire, quel bilan faut-il faire du passé et où est-ce qu'on peut espérer avoir de nouvelles perspectives. Dans ce contexte, il y a trouble, il va de soi qu'il peut y avoir des va-et-vient, des interrogations, des doutes, mais ça traduit la réalité politique d'aujourd'hui. La Guinée a besoin d'un profond changement et d'un profond changement de méthode, de stratégie. Et bon, ceux qui veulent être demain sur la scène politique avec des idées neuves, des idées fortes, doivent se remettre fondamentalement en cause et refuser d'aller, comme par le passé, en faisant des copies-collées par-ci par-là, des va-et-vient. Il faut de la cohérence, il faut des principes soutenus et il faut mettre d'abord l'intérêt du pays et l'intérêt de l'ensemble de ses populations comme étant le socle sur lequel tout le reste doit se bâtir. Mais si on va dans le sens des intérêts personnels, des ambitions de quelques-uns, il va de soi qu'on risque de se fracasser au niveau des rochers. Monsieur Baouri, quels sont les signes qui vous font dire que la population guinéenne a vraiment besoin d'une politique cohérente? Non, il faut regarder les réseaux sociaux. C'est déjà un forum extrêmement important. Très puissant. Puissant, où des jeunes de la nouvelle génération échangent, participent au débat, échangent entre eux, se remettent en cause et évoquent de nouvelles idées. Et c'est très riche et parfois beaucoup plus enthousiasmant que ce que nous sommes en train de voir au niveau officiel si on réduit stricto sensu la politique entre ceux qui se font appeler leaders politiques.
Oui, mais il a dit tout à l'heure, Aboubakar Souma, que le problème, c'est bien ces considérations ethnopolitiques. À votre avis, est-ce que d'ici 2018, pour les élections législatives et 2020, on va réussir à casser ou à détruire cette barrière dans notre pays? Cette barrière est en train de tomber. Ah bon? C'est comme un mur qui s'écroule. Bien sûr, cette barrière est en train de tomber. Je pense que depuis presque 2 ans, la société guinéenne est en train de tourner le regard vers de perspectives beaucoup plus larges, beaucoup plus unitaires, beaucoup plus responsables. Et ce qui est dommage, c'est que la majorité de sa classe politique est dépassée par ce processus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, et je répète, que l'ancien cycle politique, dont beaucoup de personnes sont imprégnées, est en train de mourir. Et ceux qui vont subsister doivent fondamentalement revenir sur beaucoup de choses, changer en termes de principes, en termes d'idées, en termes d'éthique, et montrer que ce qui leur importe, c'est l'intérêt du pays et non pas leur propre ambition. Est-ce que vous êtes de ce camp? Sinon, vous appartenez aussi à cette ancienne équipe. Non, je ne suis pas de l'ancienne équipe. Alors, est-ce que vous Je m'explique. Allez-y. Ce n'est pas l'âge physique qui compte. Par exemple... Pourtant, ça doit être le premier élément. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui est fondamental. L'esprit doit être jeune, l'esprit doit être ouvert, l'esprit doit droiture être également. De la modernité. Par exemple, il y a des questions sur lesquelles nous nous sommes toujours battus depuis longtemps, mais jusqu'à présent, il faut qu'on continue dans ce travail. La question du respect des droits de l'homme, c'est une valeur fondamentale et qui doit être, disons, la pierre angulaire de toute politique dans un pays. L'instauration d'un véritable état de droit, mais c'est la référence, c'est la revendication majeure. Mais on ne dit pas cela pour dire je suis pour les principes de l'état de droit, et le lendemain, à travers une action politicienne, fouler au pied l'état de droit. Donc il y a un chantier qui a été entamé depuis très longtemps et qui est en train de se construire. Et je pense que maintenant, les idées que nous avons toujours défendues et que nous mettons en œuvre de manière beaucoup plus forte maintenant, deviennent de plus en plus majoritaires. Et c'est cela qui amène une certaine rupture entre certains et nous autres. Et je pense que nous finirons par gagner parce que nous sommes dans la dynamique de l'histoire politique de la Guinée. Et je pense que ce que vous observez sur la scène médiatique, politicienne de ce pays, traduit que l'ancien est en train de mourir. Voilà, vous êtes en train d'évoquer un cas très important par rapport aux réseaux sociaux. On voit que 24 heures sur 24, les jeunes sont là en train de réclamer un État démocratique. Et est-ce que pensez-vous pas que les changements intervenus au niveau international, c'est-à-dire les élections en France, aux États-Unis, n'ont pas joué un peu d'influence? N'a pas eu une influence au niveau de la mentalité des jeunes Guinéens? Non, je ne pense pas. Bon, bien sûr, lorsqu'on voit un Macron arriver au pouvoir à 39 ans, bon, certains estiment que les jeunes doivent prendre leur destin entre leurs mains. Mais je dis, avant même que Macron ne prenne la destinée de la France, ici, dans vos micros, on a dit, et il faut le répéter encore, les jeunes Guinéens doivent prendre leur destin entre leurs mains de manière claire, de manière profonde, non pas simplement pour être des sujets de la politique, mais de vrais acteurs de la politique qui doivent s'organiser pour participer aux compétitions électorales, aller compétir pour avoir le pouvoir. Les mutations intervenues à Maintenant, il faut voir le passé un peu. La société guinéenne est en train de bouger. Elle a bougé depuis la période des années 2005, 2006, 2007, avec l'irruption de la jeunesse guinéenne sur le devant de la scène, avec ce que vous avez vu de tragédies qui ont marqué des moments forts de revendication démocratique, avec tous les sacrifices qui ont été consentis. Bien entendu, la démarche
les résultats ont été très mitigés, voire inachevés. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec cette multiplication de la liberté d'expression, avec ces moyens médiatiques, radio, télévision, smartphone, etc., cette quête de changement est en train de se construire avec plus de vigueur, plus de force et de manière plus large. Et là, il faut saluer les révolutions technologiques qui nous permettent d'être beaucoup plus audibles. Et les jeunes Guinéens, dans ce processus, sont en train, disons, d'être en phase avec l'histoire contemporaine du monde. Et je pense que le moment maintenant est arrivé. Vous savez, lorsque quelqu'un naît, marcher un certain nombre de choses. Et 2005, 2006, 2007, ce sont des années idéales, enthousiasmantes, beaucoup de sacrifices. 2017, les jeunes ils sont devenus plus mûrs, ils sont devenus plus stressants. La grande majorité de la gens qui lançaient des pierres il y a 10-15 ans sont devenus maintenant des personnes qui se exercer le pouvoir, non pas à la manière de leurs anciens, mais beaucoup plus citoyennes et répondre aux questions qui sont lancinantes et que 60 années d'indépendance n'ont pas pu permettre de résoudre jusqu'à présent. Justement, c'est à ce niveau même se situe ma question. Beaucoup pensent que la jeunesse guinéenne elle est beaucoup plus instrumentalisée, beaucoup plus utilisée pendant les périodes électorales avec quelques miettes, les jets de pierre, brûler les pneus dans les chaussées, barricader les routes. Pensez-vous que actuellement cette jeunesse est devenue beaucoup plus consciencieuse pour savoir que si elle détruit les édifices, elle se met en retard. Si elle se permet de brûler les pneus sur la chaussée, elle se met également en retard. Est-ce que cette jeunesse voit maintenant réellement, est éclairée en un mot? Non, je pense que beaucoup d'entre eux, beaucoup de jeunes leaders sont devenus des hommes et des femmes responsables. Et j'espère que dans les mois et l'année prochaine, que beaucoup d'entre eux vont compétir pour les élections communales, pour être des maires. Et demain, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait un rajeunissement en profondeur de la classe politique avec des idées nouvelles. Personnellement, j'encourage cela et je pousse à cela. Et ce n'est pas simplement dans les limites d'un parti politique. Ouais. Je veux que notre pays, partout, quels que soient les bords, que les jeunes se sentent et prennent plus de responsabilités parce que c'est eux qui doivent être, disons, la cheville ouvrière pour nous permettre de faire décoller ce pays. Et ce message ne s'adresse pas aux jeunes de l'UFDG, seulement ça s'adresse à tous les jeunes de la Guinée. Et ça, c'est très important. Et donc, je pense que les choses de ce point de vue avancent. Les leaders jeunes ont exprimé publiquement leur volonté de se prendre en main. Ils ont exprimé leur désir de ne plus être instrumentalisés. Et je pense que ce message est entendu, compris. Maintenant, on est en train de construire progressivement à travers des programmes, à travers un projet de société beaucoup plus large, cette nouvelle vision de faire la politique autrement. Et de ce point de vue, je les encourage. Les manifestations, comme vous dites, n'ont plus la même portée, n'a plus les mêmes manifestations comme il y a quelques années. Oui. Donc, je pense que petit à petit, nous sommes en train de normaliser un certain nombre de choses et nous sommes en train de marginaliser certaines idéologies extrémistes qui instrumentalisent les jeunes où la violence prenait le dessus sur des programmes, sur des projets, sur des débats. Voilà, vous venez de dire aujourd'hui, la majorité au niveau de la jeunesse guinéenne aspire vraiment à un véritable changement. Vous êtes homme politique, estimez-vous être une réponse à cette quête? Je ne suis pas une réponse, je suis un aiguillon et je travaille à ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de réclamer puisse se construire de la manière la plus large pour que la société guinéenne, pour que l'État guinéen, pour que la nation guinéenne sorte
disons, d'une période historique où elle a brillé par beaucoup de lacunes. Et je pense que je fais ce que j'ai à faire, comme je l'ai toujours fait, et le reste est entre les mains de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques actions que vous êtes en train de mener dans ce cadre? sens, oui. Bon, ce serait un peu tirer la couverture de mon côté, mais de ce point de vue, la question de la décrispation, la mise en avant d'une nécessité de penser autrement les choses, nous sommes en train de le faire et nous sommes en train de responsabiliser des jeunes gens pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et bon, le reste, de manière structurée, nous sommes en train de changer la politique dans ce pays. Ah bon? Et mais beaucoup aussi pensent que si vous parlez de décrispation, les violences ont drastiquement diminué pendant les manifestations. Beaucoup d'observateurs disent que à l'UFDG par le passé, les radicaux, les extrémistes, les violents étaient du côté de Baouri, puisque vous n'êtes plus là. Maintenant, les violences ont baissé d'intensité. Non, c'est une caricature une qui a été présentée, mais je pense que c'est... Mais vous l'avez souvent entendu, non? Oui, je l'ai souvent entendu. Le contexte a fondamentalement changé. Même au sein de l'UFDG? Même au sein de l'UFDG, même au niveau de la Guinée. Ouais. Le contexte a changé. Les mentalités ont évolué. Rendons à César ce qui appartient à César. Le président Alpha Condé a fortement évolué entre son premier mandat et son second mandat. Et là, il se met dans une posture, disons, très intéressante qui permet à la Guinée d'envisager l'avenir dans le cadre d'une stabilité et d'une alternative démocratique beaucoup plus certaine que ce que nous avions par le passé. Donc ça, c'est un élément extrêmement important qui contribue à une réelle décrispation, à une autre émergence, d'une autre manière de faire de la politique. Et ça, il faut le saluer. Vous êtes toujours attaché à l'UFDG? Oh, je le suis encore beaucoup plus aujourd'hui qu'hier. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce parti est en train de subir une profonde mutation. Et c'est une bonne chose. Autour de qui? La mutation, cela veut dire qu'à un moment donné, c'était une structure organisée, large, massive, mais dont l'identité politique n'était pas bien clarifiée. La divergence aujourd'hui qui est présente et la crise au niveau de l'IFDG a permis de faire émerger deux lignes politiques qui sont totalement différentes. Ah bon? La ligne de Sellou et la ligne prônée par Baouri. Les deux lignes politiques sont totalement différentes et donnent une allure à ce que, en ce qui me concerne, ce que je veux pour l'IFDG n'est pas ce que veut Sellou pour l'IFDG. Est-ce quelle est la ligne qui l'importe? Apparemment, c'est bien celle d'Alain Diallo, parce que quand il appelle à la manifestation, c'est tous les militants qui se déversent dans la rue. À ce que vous dites, hein, mais je ne vous contredis pas, vous êtes journaliste. Non, mais les images d'archives sont là. Oh, la dernière manifestation en est une parfaite illustration, M. Baouri. La dernière manifestation, vous aussi, regardez bien les images des petits-enfants qui marchent avec l'ambiance au mois d'août. Bon, oui, mais tout ça là prouve l'attachement de leurs parents au parti. Ou en tout cas la cause de Cellou Dalein Diallo. Vous savez, oui. Je l'ai toujours dit, dans ce pays, il y a certains politiciens qui pensent qu'il faut montrer une foule pour dire qu'on est populaire. Pourtant, c'est un des éléments. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit que c'est l'élément fondamental, mais c'est un des éléments. La capacité de mobilisation doit être constatée lorsque la situation l'exige, pas lorsque on veut simplement montrer... Bénéficier d'un bain de foule. Oui, c'est extrêmement important. Sinon, la situation... Regardez, ce que vous avez dit tout à l'heure, une opposition républicaine qui se déchire, qui se reconstruit, qui se remet en marche, tout cela traduit, disons, une désaffection d'abord des militants par rapport à cette façon de faire de la politique. Et donc, le reste, vous allez le constater électoralement lorsque les choses seront
proche. On va parler. Et vous allez aussi... Vous savez, lorsque quelqu'un veut toujours organiser des spectacles pour se montrer, c'est une façon de faire. Personnellement, je pense que la politique doit être faite autrement dans ce pays. Maintenant. Il faut aller au fond des choses. Il faut créer un lien beaucoup plus fort. Aller dans les quartiers les plus insalubres, rencontrer des Guinéens qui souffrent, qui se posent des questions pour leur avenir, pour prendre conscience de la réalité du pays. C'est extrêmement important parce que demain doit se construire sur la base de programmes sérieux, non pas par, disons, des improvisations. Et là, il faut que les gens d'abord soient conscients que ce qui est en train de se faire, c'est pour eux, avec eux. Et ça ne peut pas être autrement. Et là, il faut labourer le terrain en profondeur, non pas soulever la poussière avec des... et que dès que la pluie passe, ça va retomber. C'est ça qu'il faut faire. Et nous sommes en train de le faire. Et le moment venu, les choses vont se décanter. Maintenant, dites-nous quelle est la différence entre l'UFDG version Selou et Baourik? Non, c'est le même parti d'abord. Et là, l'UFDG est en train de montrer une capacité de transformation. Vous savez, la démocratie, c'est un long processus, parfois très complexe. Pour que demain la Guinée soit démocratique, il faut qu'il y ait un parti politique, une institution démocratique en son sein qui met en avant des principes, de manière rigoureuse, des principes démocratiques. L'UFDG est en train de le subir, de vivre une crise qui l'oblige à mettre en avant des principes démocratiques, des principes de meilleure gouvernance en son sein. Et lorsque la crise va être tranchée, une nouvelle UFDG beaucoup plus forte, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus en phase avec l'attente de la grande majorité de la société guinéenne va prendre le dessus. Donc ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que ça. Et c'est dans l'ordre des choses, pour être beaucoup plus précis. Vous connaissez, pour ceux qui ont fait l'économie, disons, il y a ce que Schumpeter, c'est un grand économiste allemand, qui a fait des théories par rapport au processus de destruction-innovation. Et une innovation ne peut naître que lorsqu'il y a une crise de destruction. Et la crise de destruction ne veut pas dire détruire pour mourir, mais il faut que le nouveau, la modernité, les idées innovantes puissent émerger pour mettre de côté les anciennes idées qui sont complètement dépassées. Ça ne se fait pas sans heurts, ça ne se fait pas sans combat. Et l'UFDG, en son sein, est en train de vivre cette réalité. Et c'est cette dynamique, j'allais dire, schumpeterienne, pardonnez-moi pour le terme que beaucoup ne vont pas comprendre, est en train de faire renaître un parti politique, une institution qui d'ici un an deviendra, au-delà même de la Guinée, une référence par rapport à la profondeur de l'approche, par rapport aux innovations qui vont être abordées, par rapport au courage, par rapport aussi à la rigueur que nous allons nous imposer pour être en phase avec certains principes d'éthique, certains principes démocratiques et certains principes par rapport à la transparence vis-à-vis des intérêts de la population. Donc, Nemo, le parti fait sa mue en ce moment. La partie est en train de faire sa mue, et merci de me donner le mot mue. Vous savez, les serpents, parfois, le vieux corps, il arrive à une saison où la vieille enveloppe s'envole pour qu'il y ait une nouvelle peau. L'UFDG est en train progressivement, avec douleur bien entendu, la vieille peau est en train de partir pour qu'une nouvelle peau émerge. Et c'est la raison pour laquelle je dis à tous les militants de l'UFDG de ne pas baisser les bras, de ne pas démissionner, de rester, de se remobiliser, et à tous les autres compatriotes qui sont désireux de voir un processus démocratique plus sérieux, plus profond, émerger dans ce pays, d'accompagner le mouvement UFDG Renouveau. Donc, on sait quand même qu'il n'y a pas de douceur sans douleur d'abord. Hein. La douceur, c'est la résultante de la douleur. Bien entendu. Même à l'école, l'enfant, il faut le frapper pour aller à l'école. S'il étudie, il devient
quelque chose utile, d'abord pour lui, ensuite pour la famille. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a des gens qui disent mais Baori, lorsque tu tapes sur certaines pratiques déviantes de l'UFDG, est-ce que tu n'affaiblis pas l'UFDG? Je dis j'aime l'UFDG. Je veux que les principes et les comportements exemplaires soient les comportements au sein de l'UFDG. Et donc, si quelqu'un se permet de nous désorienter, d'avoir des attitudes irresponsables, je veux avoir la sagesse, l'intelligence de mettre le haut là avec force, rigueur et détermination, sans qu'il y ait complaisance à ce niveau-là. Oui, mais sauf que ce soit les sages, les riches, du parti, tous quand même sont mobilisés derrière Cellou Dalein Diallo. Comment l'UFDG version renouveau fonctionne-t-il? Bon, vous savez, les idées qui ont transformé le monde n'ont pas besoin d'un trésor financier pour agir. Ce qui est le plus important, ce sont des hommes et des femmes convaincus de principes, d'idées et qui savent que ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'être prôné, c'est d'abord pour eux. Et avec ça, ils ont une force, une énergie que des milliards et des milliards et même les 500 millions par mois ne pourront pas réussir à stopper. Est-ce que des gens comme ça, on en trouve au sein de l'UFDG? Bien entendu. Ils sont nombreux? Ils sont très nombreux. Et ils sont déterminés? Ils sont déterminés. Et au sein du mouvement UFDG Renouveau? Non, c'est ça le mouvement UFDG Renouveau qui va même au-delà des frontières actuelles de l'UFDG. Cette fois, c'est un parti aussi, tout comme le RPG, qui est taxé de communautariste. Non, je pense que ce qui est en train de se faire, vous savez, on parle de l'UFDG, mais ce qui est en train de se faire est en train de transformer tout le paysage politique guinéen. Et donc c'est une refonte totale. Le RPG aussi n'est pas exempt de ces transformations internes. Bon, mais ils ont peut-être la possibilité, en leur sein, d'avoir anticipé sur un certain nombre de choses. Parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, le RPG est un parti, sur un certain point de vue, mieux organisé. Et j'ai vu qu'ils ont... Alors, vous nous surprenez. Non, il ne faut pas négliger le RPG dans son organisation et dans les nouvelles méthodes qu'ils sont en train de faire. Il y a bien entendu ce que vous voyez sur le devant de la scène, mais il y a des dynamiques, des salles de formation, les jeunes qu'ils envoient en stage un peu partout. Mais ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est ça la relève. Oui, oui. Et je pense que de ce point de vue, il ne faut pas les négliger. Il y a une relève qui est en train de se constituer et de manière beaucoup plus rigoureuse. Ce que malheureusement, dans d'autres camps, on tue les jeunes, on les étouffe, aucune dynamique pour les pousser en avant, pour les mettre sur le devant de la scène. Et ça, c'est l'égoïsme atavique qui ne peut pas faire bouger les choses. Et heureusement qu'il y a autre chose qui est en train de leur être proposée. Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, l'émission qui vous parvient du lundi au vendredi, l'émission que vous pouvez retrouver sur le site tamtamguinée.com ou encore si vous êtes à l'étranger, vous pouvez taper www.chéri-FM Guinée pour suivre en direct ou aller dans le bouquet canal, le numéro 460, vous allez suivre la radio Chéri FM partout où vous êtes. On va aborder maintenant la question de la CENI. L'institution vient de traverser une crise à son sein. Aujourd'hui, c'est un nouveau président qui dirige les destinées de la commission en charge de tenir les élections, le référendum dans notre pays, en la personne de Maître Salifou Kébé à distance. Comment M. Ba a observé toute cette guéguerre au sein de la CENI? Bon, je pense que ce qui est arrivé à la CENI peut arriver à d'autres institutions politiques. Ah bon? Bon, puisque nous parlons des institutions constitutionnelles, on a vu l'INIDH à un moment donné qui a été ébranlé à cause d'une affaire de sous, la Cour constitutionnelle, la haute autorité de la communication, mais sauf qu'à la CENI, le règlement prévoit qu'on peut procéder totalement ou partiellement
au renouvellement du bureau quand, en tout cas, les 2 tiers le décident. Non, les raisons quand même ne sont pas invoquées. C'est peut-être l'avantage avec la CENI et sa configuration au point de vue réglementaire, c'est cette flexibilité qui leur a permis de passer devant le Conseil constitutionnel et de trouver de la manière, disons, la plus démocratique, une autre manière de sortir d'une crise de leadership au niveau de la CENI. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, nous avons 25 années de multipartisme, pratiquement. C'est 1992, 2007, ça fait 25 années. On a aussi presque un quart de siècle d'expérience électorale, des processus électoraux, avec des mises en place de hautes autorités des élections, de Sénat, de CENI, avec des CENI indépendantes, CENI semi-autonomes. Il y a eu 25 années d'expérience à ce niveau-là. Il faut faire le bilan de cela. On ne peut pas courber l'échine et puis dire, bon, il y a un petit problème, on a changé le président de la CENI, mais c'était là seulement le problème. Il faut aller en profondeur, aussi bien pour la CENI que pour le reste. Faire le bilan de ces 25 années d'expérience de processus électoraux qui n'ont pas permis d'avoir à un moment donné, depuis lors, des élections incontestées et incontestables. Donc, le problème demeure. Ce n'est pas parce qu'on passe d'un problème qu'il ne faut pas oublier le fond. L'objectif de la mise en place des CENI, c'est d'avoir des élections incontestées et incontestables. Et de ce point de vue, un chantier extrêmement important demeure et le bilan de ces 25 années, tirer les meilleures leçons de nos difficultés, de nos insuffisances pour permettre à la suite d'être mieux organisée et mieux suivie, permettrait de faire un bon qualitatif au processus électoral de notre pays. Et c'est valable aussi pour l'ensemble de l'Afrique, avec tout ce que vous connaissez comme crise à ce niveau-là. Mais est-ce que vous êtes intéressé au-delà de cette démocratie qui a régné au sein de l'institution sur les causes réelles du départ de l'ancien président Bakary Fofana? Non, il faut que la CENI actuelle fasse l'inventaire. C'est le minimum qu'on peut leur demander, sans chercher à régler des comptes. Il faut faire l'inventaire. Et la Cour des comptes, puisque ce sont des deniers publics qui sont gérés au niveau de la CENI, la Cour des comptes a l'obligation de passer en revue la gestion de la CENI pour avoir l'inventaire comptable. L'inventaire politique, les membres actuels sont tenus de faire émerger les éléments qui ont amené à cette situation, pour ne pas qu'eux aussi, que demain, que ce soit la même situation qui leur sera reprochée. Voilà, toutes les élections organisées par cette CENI politique, si elles ont été acceptées, c'est bien, mais contestées quelque part. Mais maintenant, vous, à votre niveau, proposez-vous une CENI politique ou technique? Non, moi, je me méfie de ces mots. Politique, qu'est-ce que cela veut dire? La CENI, globalement, est profondément politique parce que doit organiser des élections dans un pays. Ouais. Technique, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous ne faites pas preuve de technicité, vos idées politiques n'iront pas loin. N'iront nulle part. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas les termes politiques, techniques. Il faut faire l'inventaire. Nos difficultés. Pourquoi la CENI, avec ses multiples variantes jusqu'à présent, n'a pas permis d'être beaucoup plus efficiente? À partir de là, il est possible de trouver des pistes pour dire par rapport à tel problème, voilà comment il faut les résoudre. Si ce sont des problèmes institutionnels, il y a des moyens institutionnels de les résoudre. Si c'est des moyens de gouvernance interne, il y a des méthodes pour avoir une meilleure gouvernance en qualifiant le personnel, en lui donnant plus de moyens pour que les commissaires qui peuvent être nommés ne soient pas des entraves par leur ignorance des processus électoraux ou de leurs compétences techniques limitées, de ne pas être une entrave. Parce qu'aujourd'hui, une élection, c'est une lourde machine.
Vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous improviser expert en élection, où il y a des systèmes informatiques à mettre en place sur la durée. Des logiciels à maîtriser. Bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a une administration électorale indispensable qui est indépendante des commissaires qui doivent être mis en place. Parce que les schémas techniques, les schémas informatiques, la gestion financière, la maîtrise du matériel doit être entre des mains expertes pour que ça ne soit pas dilapidé. Et de ce point de vue, je me pose la question. On a dépensé des milliards et des milliards, plusieurs centaines de milliards pour acheter des kits. Les kits de 2010, où sont-ils? Le PNUD avait dit qu'il va donner ces kits à nos mairies pour l'enregistrement pour la confection du fichier d'état civil. Est-ce que ces kits existent toujours? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Les nouveaux kits qui sont achetés, qu'est-ce qu'on en a fait? La propriété intellectuelle des bases de données, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a un ensemble de problèmes que peut-être le commun mortel a du mal à comprendre, qui est indispensable lorsqu'on veut gérer correctement un processus électoral, puisque c'est devenu quelque chose d'extrêmement sensible. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, avec tous les problèmes dont on parle, qu'il y a eu des interférences informatiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller au hasard lorsqu'on organise une élection. Parce que il faut de l'exactitude. Si c'est mal fait, s'il y a des esprits malveillants, on peut saboter un processus. Donc, ça nécessite, disons de ce point de vue, d'être mieux outillés, d'être mieux armés. Même les grandes puissances ont de la peine à ce niveau-là. C'est pour cela. Je ne vais pas m'allonger parce que... Oui, mais est-ce que alors l'UFDG, version mouvement renouveau, va compétir aux prochaines élections? Bien entendu. C'est la raison pour laquelle nous avons dit dès le début, il faut que les jeunes, notamment, lorsque je dis jeunes, je ne veux pas mettre de côté les gens d'expérience, mais la grande majorité, ce sont les jeunes, doivent prendre leur destin entre leurs mains. On va contribuer à les organiser à travers un projet communal innovant, offensif, pour un réel développement local et pour une mieux prise en charge de la demande sociale avec tout ce que cela a comme impact au niveau de la vie de nos compatriotes. C'est indispensable pour changer la donne et reconstruire l'État sur des bases beaucoup plus solides. Mais comme vous le dites, l'UFDG version Cellou-Dalein Diallo et l'UFDG regorge les mêmes militants finalement sur le terrain. Non. Vous n'avez pas cette inquiétude? Non, déjà, vous savez, du parti, avec bien sûr, dans un débat contradictoire interne, mais comme c'est des gens qui sont encore uniques, ils excluent tous ceux qui ne sont, ça va être bientôt réglé. Donc, qui retarde le processus politique à l'intérieur de l'UFDG. Nous serons dans l'ordre et de manière plus large. Ah bon. Mais supposez que Baouri, version UFDG Baouri a un candidat à Ratoma, Cellou-Dalein également présente un autre candidat, ça va embarrasser les militants du parti. Les militants choisiront, si tel est le cas, les meilleurs pour gouverner Ratoma, apporter des réponses efficaces aux problèmes que les populations de Ratoma connaissent, pour ne parler que de Ratoma. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une délégation spéciale dite de l'UFDG à Ratoma. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a les mêmes compétences que les maires élus. Oui. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Je ne veux pas de ce genre de choses. Je veux que lorsque on a une équipe, qu'elle donne des résultats. Et il n'y a pas de complaisance à ce niveau-là. Nous ne sommes pas là avec tous les sacrifices consentis pour répéter les mêmes fautes et les mêmes erreurs que par le passé. Il faut qu'il y ait du nouveau. Il faut qu'il y ait des résultats concrets. Il faut amener les gens à être conséquents, travailleurs et à répondre aux besoins de la population. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. C'est comme s'il n'existe rien. Les déchets pullulent, même le drame que vous connaissez aujourd'hui au niveau de la décharge. Une mairie conséquente n'aurait pas dû accepter qu'il y ait des habitants
au bord de Ouais, cette on ne peut pas décharge. mettre tout ça à l'actif de Non, l'actuelle mairie. Non. Mais est-ce que vous estimez... L'actuelle équipe, j'allais Voilà. dire. Ça, c'est une responsabilité. Et c'est pour cela, vous savez, la routine. Chacun d'entre nous, à ce moment-là, pourra dire demain, mais j'ai trouvé ça comme ça, pourquoi voulez-vous que je change ça? Si c'est pour laisser les choses... Je ne le mauvaises... dédouane pas entièrement, mais Si. il ne peut pas être complètement responsable, M. Chiba. Les responsabilités sont partagées. Mais une bonne mairie, lorsque vous voyez qu'il y a danger pour la population elle-même, Vous anticipez. vous anticipez, vous vous donnez les moyens que ça n'arrive pas, que le drame n'arrive pas. Mais on laisse faire. Ah, moi j'ai trouvé ça comme ça. Donc pourquoi voulez-vous que je me crée des problèmes? Je m'en lave les mains. Ça, c'est l'irresponsabilité à tous les niveaux. Et c'est ça qui est en train de faire en sorte qu'on ne fait que dénombrer des drames par-ci par-là. Regardez, je vous donne un petit exemple. Que j'ai vécu ce matin. Lorsque vous quittez la route de Kipé, pour aller du côté du quartier de Ratoma, Taouia, il y a là où on est, l'abattoir. L'abattoir, là, voilà. Oui, Kakimbo. L'abattoir de Kakimbo, à côté du pont. Il y a une grosse décharge au vu et au su de tout le monde. Il y a une rivière qui coule en bas, qui est polluée. Il y a les bœufs qui sont abattus à ce niveau-là. Il y a un parc de taxis chaque matin qui obstrue la voie. Mais vous n'allez pas me dire qu'une bonne mairie va constater cela depuis des décennies et des décennies et dire « Ah, moi j'ai trouvé ça comme ça, je vais laisser ça comme ça. » Moi, à leur place, maire, je vais changer les choses. Je me donnerai les moyens pour que d'abord la décharge ne soit pas là et que l'abattoir ne soit pas à ce niveau-là. Question d'hygiène, question de sécurité, c'est du n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux comme ça? Non, il y a des choses simples. C'est facile de dire, j'ai trouvé ça comme les déchets qui s'amoncellent un peu partout le long de nos avenues. Mais vous n'allez pas me dire qu'une mairie n'a pas quelques subventions, n'a pas les moyens de mobiliser ces hommes d'affaires, ces commerçants qui sont de la commune pour dire je ne veux plus voir ces déchets ici. Ceux qui ont des camions, vous me les prêtez, je mets le carburant, je cherche des jeunes pour que ma ville soit propre. Et avec ça, les pouvoirs publics au plus haut niveau seront tenus de vous aider. Et les organisations multilatérales seront enchantées de voir. Et puis il y a aussi autre chose. Vous savez, il y a beaucoup de projets, de personnes, d'industriels qui ont fait des propositions aux autorités depuis très longtemps pour la transformation des déchets. Mais pourquoi aucune usine de transformation des déchets n'a pas pu être mise en place dans ce pays depuis très longtemps? C'est peut-être parce que chacun dit, si je n'ai pas mes intérêts personnels dedans, je ne ferai rien. Et en fin de compte, chacun fait, ah si c'est pas mon intérêt n'est pas dedans, je ne fais rien. Et donc on se piétine et en fin de compte rien n'est fait. Et aujourd'hui il y a une grosse décharge avec le drame, la tragédie que vous connaissez. On va verser des larmes de crocodile alors qu'on sait que derrière il y a beaucoup de projets qui sont étouffés parce que tant que certains n'ont pas leurs intérêts, ils ne vont pas faire bouger les choses. Il y a une irresponsabilité totale. La Guinée doit changer et ce à tous les niveaux, à tous les échelons qui ne jouent pas leur rôle. La conscience citoyenne doit être développée pour que les gens se rendent compte que c'est une obligation pour que cela fasse le travail qui est le leur et au poste auquel qu'ils occupent. Justement, vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la mobilisation des moyens. Souvent, les chefs de délégation se plaignent qu'ils n'ont pas les moyens financiers et matériels pour gérer vraiment leur collectivité. Vous, si toutefois vous avez des candidats au niveau des mairies, vous arrivez à gagner une commune, quelles sont les stratégies de mobilisation de fonds que vous allez mettre en place pour quand même une gestion efficiente de ces communes? Déjà, il faut
que la liste soit une liste crédible, la liste soit une liste de personnes qui inspirent confiance. Deuxièmement, on a les ressources. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Je prends par exemple la commune de Ratoma. Toutes les habitations, la taxe d'habitation n'est pas prélevée. Ou de manière... Alors que c'est la commune où les locations sont beaucoup plus chères. Il y a beaucoup d'endroits qui sont payés d'ailleurs en devise. Oui. La taxe d'habitation, de manière large, permet à une commune d'avoir des ressources importantes pour assurer ce que les habitants sont en train de faire par eux-mêmes. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque les gens parlent de taxes, les gens vont croire qu'on va prélever encore de l'argent sur des gens. N'importe quelle maison, dans un premier temps, imaginons 250 000 pour les maisons, disons, de standing moyen. 250 000 par an. Mais déjà, vous calculez dans votre vie à Ratoma, à Conakry, combien vous payez par mois pour la collecte des déchets, pour les évacuations d'eau en cas de saison. Les évacuations d'eau, parce que lorsqu'il y a c'est vous qui allez réparer l'école, la route d'accès, même si vous ne faites rien dans la rue pour mettre du gravier, mais si vous avez un véhicule qui fait les frais, et vous faites les frais, vous avez une insécurité due à cela parce que vous devez payer des transports avec vos familles, votre liberté est entamée. L'école qui n'est pas l'école publique est complètement abandonnée. Donc vous êtes obligé d'inscrire vos enfants dans une école privée. En moyenne, ça vous coûte les yeux de la tête mensuellement. Si vous calculez tout ça, vous vous dites, mais bon Dieu, dans un pays normal, la question de l'école relève de la commune. La question des déchets relève de la commune. La question de certains problèmes de proximité, sécurité et transport, dans une large mesure, surtout les routes. La réparation des conduits d'eau, relève de la commune. Mais si vous calculez tout ça, vous vous dites, vous êtes en train de payer une fortune, alors que si une commune est bien organisée avec la perception des taxes correctement, ça vous reviendrait nettement moins cher dans un cadre de vie où vous serez heureux. Et puis ça encourage l'étranger, ça encourage l'extérieur à venir s'installer, à venir investir, et ça permet d'accroître le pouvoir d'achat des populations. Parce que si vous calculez tout ça, ce que vous payez, c'est une dépense supplémentaire. Si vous pouvez économiser une bonne partie, puisqu'il y a les infrastructures collectives qui sont en place, ça vous permet d'avoir une épargne conséquente. L'autre aspect, puisqu'on est bousculé par le temps maintenant, l'autre aspect, la cherté de la vie. Rares sont des familles aujourd'hui à Conakry qui réussissent à assurer les 3 plats par jour. À votre avis, cela est dû à quoi? Non, le pays a connu une période extrêmement difficile de 2013, 2014, 2015. La situation de 2016 était une situation de convalescence et ça se prolonge un peu mieux en 2017. Mais au point de vue macroéconomique, il y a des améliorations. Au point de vue de la redistribution des richesses, lorsque vous êtes dans un pays où les citoyens ne sont nullement recensés, parce que recenser ne veut pas dire avoir simplement sa carte d'identité ou sa carte d'électeur. Être recensé, c'est que la puissance publique connaisse la situation sociale de chacun pour pouvoir, en cas de nécessité, apporter de manière efficace des aides qu'il faut. Je reviens encore à la commune. Vous savez que dans beaucoup de pays, les populations ou les personnes qui sont mal logées, qui n'ont pas les possibilités d'être bien logées, c'est la commune qui leur apporte l'aide. C'est la commune qui peut dire, bon, telle personne, puisqu'on a des logements à loyer modéré, on oriente les familles modestes dans ces logements sociaux.
Mais si la commune n'existe réellement pas au sens bénéfique pour les populations, vous n'aurez ni logements sociaux, et donc les difficultés de la vie, vous allez les supporter jusqu'à la fin de vos jours. Arrivé à la retraite, vous vous dites, même pour vivre demain, vous vous posez la question comment je vais faire. Parce que ça ne suffit pas d'avoir sa maison. Il faut vivre, il faut, etc., etc. Donc c'est pour vous dire, en Guinée, la commune n'a pas été développée. Tous les problèmes, la grande majorité des problèmes que nous avons, c'est parce qu'il y a une déficience à ce niveau-là. Et pour reconstruire le pays, pour reconstruire l'État, il faut que les pouvoirs publics se rendent compte pour une fois, il faut que la politique de décentralisation soit un axe majeur. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et de manière plus large, non pas de manière politicienne pour essayer de placer des amis ou des castes mafieux, etc., mais pour permettre à la population de prendre son destin entre ses mains. Et je rappelle aussi une chose, lorsque le CMRN est venu au pouvoir, ce n'est pas parce qu'ils ont fermé le Camboiro qui leur a permis d'avoir la côte, c'est parce qu'ils ont dit, chacun maintenant, vous prenez votre destin entre vos mains. Vous travaillez, le fruit de votre travail, c'est pour vous. Et il y a une politique qui a été laissée pour que les gens prennent des initiatives en ce qui concerne leur propre environnement. Malheureusement, depuis que les partis ont été créés, certains se sont dit, ce que nous avions perdu d'un côté, il faut les reprendre en mettant une oligarchie politicienne pour régenter nos campagnes, nos villes, nos communes. Et c'est la raison pour laquelle les maires, au lieu d'être des acteurs de développement, ont été beaucoup plus des acteurs politiciens qui ont renforcé la malgouvernance et nous sommes en train d'en payer le prix aujourd'hui. À présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. On sait que l'émission est très suivie. Déjà, deux sont en ligne. Diallo, Mamadou Siradjo, bonjour. Allez-y. Pourquoi Malheureusement, il est même parti. Hein? Abdel Diallo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à votre invité, monsieur. Allez-y. Je vais demander à monsieur Allô? qu'il fait. Oui, allô, oui. Oui. Comme monsieur Ba conteste la popularité de monsieur Sédoudalin, Il ne l'a pas dit directement hein, sur cette antenne. Oui, il a dit. Moi, je lui demande, je pose une question, qu'il fait appel à une marche pacifique au nom de son fameux UFDG. D'accord. Monsieur Souma, Ibrahima Souri de Dabondi. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, cher journaliste d'investigation. Bonjour à votre invité du jour, M. Baroui, ex-ministre de la Réconciliation nationale et le vice-président de l'UFDG. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Merci beaucoup. Moi, je comprends aujourd'hui les actions prônées par M. Baroui pour faire cacher la vieille couverture de l'UFDG au détriment de la nouvelle. Vraiment, c'est ça qui est salutaire aujourd'hui. Le Union national l'en félicite beaucoup et l'encourage. Ma question est de savoir, M. Baroui, est-ce que vous n'êtes pas victime de votre pensée vis-à-vis de M. Diallo d'avoir l'accepté au sein de cette formation politique aujourd'hui? Je vous remercie. Monsieur Diallo, Mamadou Dekoya. Monsieur Diallo, bonjour. Monsieur Diallo? Allô? Oui, déplacez-vous pour qu'on puisse... Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y. D'accord, je vous dis bonjour et bonjour à notre invité, M. Baroui. Franchement, je réitère encore une fois de lui dire de ne pas écouter les interventions de certaines personnes qui sont
instrumentalisé, malheureusement, par certains responsables de l'opposition de l'FDG. Vous ne l'êtes pas? Non, absolument pas. Moi, je suis... Non. Moi, je suis connu pour ma liberté. Allez-y. Je partage beaucoup d'avis avec M. Baoui. Donc, beaucoup de valeurs. Oui, il y a d'autres points que je ne les partage pas. Mais je m'en fous. Je suis totalement libre. Mais, franchement, je trouve inadmissible que certains membres de l'IFDG instrumentalisent des idées qui viennent sur les antennes pour insulter M. Baoui. C'est là inacceptable. Vous comprenez? Donc, par exemple, il a parlé par rapport à la formation. C'est exactement vrai. Nous sommes, bon, ce n'est pas de se vanter. Nous faisons partie parmi les premiers qui ont pris les antennes des radios pour défendre les idéaux de l'IFDG. Nous avons réclamé d'une manière directe ou indirecte la formation et les outils de travail. Nous n'avons pas été écoutés. Les gens ont préféré les médiocres, les opportunistes qui vont venir dire le meilleur du monde, le plus béni, le plus beau, disons... Il est parti, Mamadou Diallo de Koya. Sidi Mohamed, allez-y. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, monsieur Sidi, allez-y. Monsieur Ba, allez-y. vous êtes bien informé. Avant, lorsque vous étiez en France, nous étions là en train de se battre pour vous et même à travers les radios. Et j'ai été même voir Dr Sow. Pour ça, elle m'a dit on va pas se passer à Sadakadji. Heureusement, vous êtes revenu. Vous avez remercié beaucoup de gens comme Diallo Sadakadji. Mais je vous demanderai pourquoi vous ne pouvez pas maintenant cesser la guerre, se réconcilier avec Selou et être candidat à la députation, soit sur la liste nationale ou bien pour une nominale député. Parce que la guerre ne sert à rien. C'est sûr que si vous continuez la guerre, la tête va tomber. Et l'autre aura toujours des gens derrière lui qui seront contre lui. Parce que, par exemple, il y a des erreurs que vous commettez, il faut cesser de les... Il faut se réconcilier. Parce que vous ne pouvez pas s'éloigner, même pas vous, mais jamais vous pour essayer de vous tuer. Et faire face à la population. Moi, je vous demande, M. Ba, vous savez, on est depuis dans les années 89-90, on est là, on a toujours combattu ensemble. Ce que je vous tiens à vous dire, cessez la guerre et réconciliez-vous avec l'UFDG. Toujours faire grande place au sein de l'UFDG. Mais essayez de vous réconcilier parce que vous savez bien que l'électoral du l'UFDG se trouve vraiment basé dans une certaine région spécifiquement. Merci Sidi Mohamed d'être passé. Roger Bamba. Roger Bamba, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Il est parti, on va rappeler les toutes premières questions. Pourquoi M. Ba ne tient-il pas du discours fédérateur? Mais je pense que notre ami ne connaît pas ce que veut dire un discours fédérateur. Peut-être qu'il confond un discours de complaisance, dire que la vérité est mensonge et le mensonge est vérité. C'est ça qu'il veut. Non, je ne peux pas faire ça. Ce qui est mauvais, il faut le dire, et c'est ça qui est responsable. Et le meilleur discours fédérateur, c'est le discours qui va dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la décrispation, dans le sens, disons, de rassembler les hommes et les femmes de ce pays par rapport à un projet qui n'a rien à voir avec des intérêts personnels. Et de ce point de vue, je suis bien entendu dans cette direction. Il s'insurge contre le maintien en prison de Fatou Badiar et autres, alors que vous faites le tour des médias de façon libre. Non, je pense que puisqu'il est un militant de Selou, il n'a qu'à aller demander à Selou ce qu'il a fait à ce sujet-là. D'accord. Abdoul Diallo dit que si vous êtes populaire, version UFDG Renouveau, vous pouvez demander une manifestation. Je n'ai pas besoin de prendre les méthodes des autres. J'ai mon propre chemin et nous avons notre propre éthique. Ah bon. Maintenant, il y a Sidi qui demande de cesser la guerre puisque l'autre n'a fait que vous flatter. Monsieur Souma d'Abondi dit que est-ce que vous n'êtes pas victime de votre bonté en acceptant celui d'Alain Diallo? C'est vrai, lorsqu'on regarde un certain nombre de choses, on a... Mais bon, ce n'est pas la peine. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là.
Selou sait ce qu'il a fait. Et vous savez aussi ce que vous avez fait. Ce qu'il a fait. Et c'est la chose la plus importante. Est-ce que vous ne devez pas maintenant enterrer la hache de guerre avec Selou, puisque la division, ça va affaiblir quand même les énergies, et de votre côté et de son côté. C'est lui qui a déclaré la guerre. Et mais la calebasse se casse entre deux personnes qui se la tirent. Non, il faut pas banaliser un certain nombre de choses. Je ne suis pas là pour ça. Non, pas pour vous. Le procès de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula et la tentative d'assassinat sur ma personne reprendra le 11 septembre. Si certains croient que ce sont des inventions, ils n'auront qu'à suivre de manière lucide et sereine la tenue de ce procès. Ça permettra d'éclairer aussi bien l'opinion nationale que l'opinion internationale sur les responsabilités de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula. Et je rappelle qu'un communiqué signé par Selou Dalein a été diffusé dans le monde entier pour dire que Bahouri est venu armé, il a tiré sur le journaliste et c'est lui qui est coupable d'avoir assassiné Mohamed Koula. Ça, Sidi Mohamed qui dit de réconcilier, il faut demander à Selou de reconnaître ses fautes et ses mensonges d'abord, avant de parler de réconciliation. Et je préfère m'arrêter là, sinon je vais commencer à... Le procès aura lieu très bientôt, Inch'Allah. Même si les avocats de l'UFDG parlent déjà de politisation de ce dossier. Non, grâce à Dieu, le procès a débuté et des personnes de l'entourage de Selou, notamment ses gardes-corps, vous être candidat à la place. Plus, ne doublez pas une classe. Bien entendu, j'ai fait l'effort de là qui ont cassé l'élan que nous ambitionnons pour une institution politique. On ne peut pas les laisser en train de continuer à détruire, disons, des gens d'erreur avec ça. Il faut maintenant corriger le tir pendant qu'il est temps. Les téléphones crépitent, mais puisque les médias aussi, la radio c'est l'heure, la télévision également, il y a quelqu'un qui a décroché, on va donner la chance à ce dernier, c'est bien Barry Amorouri de Dubreka. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour mes chers frères, merci pour le respect et considération, merci pour les partenaires commerciaux de votre radio, de notre radio, merci à Bahouri. Merci. Mes questions sont suivantes. Monsieur Bahouri, le peuple de Guinée veut savoir quelles sont les conditions qui ont été pour accueillir Selou Dalein en tant que président de l'UFDG et vous étiez vice-président et Mamadou était président à l'époque. Deuxièmement, en 2010, l'UFDG a eu 44%. En 2015, il y a eu 34%. Si le problème continue, est-ce que l'UFDG en 2020 ne risque pas d'être au troisième? Il a beaucoup à dire, monsieur Amorouri de Dubreka, Amorouri Barry. Oui, le peuple de Guinée veut savoir, mais je crois que la question a été régulièrement posée. Comment Selou a été accueilli à l'UFDG à l'époque Ba Mamadou, président du parti? Non, c'est nous qui avons voulu qu'il vienne. Lui, il ne voulait pas venir à l'UFDG. Il voulait aller à l'UPR. L'UPR n'a pas voulu de lui. Nous avions pensé que pour l'institution politique UFDG, rassembler largement, c'est ce que vous dites parce que vous êtes relativement jeune. Ceux qui ont rassemblé, amené les bases populaires, amené des responsabilités, des responsables à être devant, en acceptant de se mettre, de faire profil bas, c'est ça qui a construit l'UFDG. D'accord. Si on avait fait comme d'autres, en disant, puisque je suis le fondateur, quiconque vient à l'UFDG doit se mettre derrière moi, on en serait à la même enseigne que beaucoup d'autres partis. Mais la volonté de créer un parti fort, un parti large, nous a permis d'avoir l'intelligence et la sagesse de faire passer d'autres avant pour rassembler. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et demain, nous rassemblerons encore beaucoup plus davantage. Nous connaissons une crise d'adolescence, elle va passer, mais nous rassemblerons beaucoup plus davantage avec une identité démocratique renforcée, avec une identité de rassembler l'ensemble des hommes et des femmes de ce pays sans ethnie et sans considération religieuse pour bâtir un grand pays pour les 10 prochaines années. C'est ça notre ambition et je pense que nous irons et nous réussirons.
44% en 2010 au premier tour, moins que ça en 2015. Et si les guéguerres continuent, est-ce que ça ne va pas... Ça n'a rien à voir avec les guéguerres. 44 au premier tour, 34 au second, échec au premier, échec au deuxième. C'est la raison pour laquelle il faut changer de leadership pour ne pas encore échouer. Et tout le monde va sortir quand c'est dans un appel. Et quel conseil avez-vous à prodiguer dans ce sens? Bon, non, lorsqu'on dit tout le monde sort, lorsque l'autre appelle, bon, ça c'était peut-être hier ou avant-hier, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et sa crainte que le FDG ne soit, la mobilisation ne soit comme il a voulu dire Raila Odinga, puisque c'est lui, ou sinon Uhuru Kenyatta est président depuis maintenant bientôt 10 ans. Et également, l'autre exemple qu'il a donné, c'est celui de Étienne Tshisekedi, paix à son âme, qui était un leader qui mobilisait beaucoup, mais qui n'a jamais été président. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je refuse de chercher à avoir une attitude populiste en se montrant une foule. Je veux travailler en profondeur avec des bases solides et je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Ce n'est pas le bruit ou la foule. La foule ne peut pas être un projet politique ni un programme. Ce qui est vraiment essentiel, c'est un travail de terrain avec des équipes légères. Comme d'autres l'ont fait ailleurs, nous sommes en train de le faire ici en Guinée aussi. Les opérateurs économiques, en cas de la victoire de Cellou, comment ils vont être, ou en cas de son échec? Je n'ai vraiment pas compris la question parce que les opérateurs économiques doivent être des opérateurs économiques au sens neutre du terme. Cela veut dire qu'un opérateur économique, il a, en tant que citoyen, libre de partager l'opinion de n'importe quel parti, mais en tant qu'acteur économique, il faudrait que cet espace d'adopter une attitude non partisante, non neutre, pour permettre en tant qu'acteur économique qu'il n'y ait pas d'interférence avec une dynamique politicienne. Le mot de la fin. Je crois en l'avenir de la Guinée, j'en suis heureux et le pays est en train de bouger, les générations sont en train d'émerger et je pense qu'il ne faut pas perdre courage. La situation certes est difficile, mais vous savez, lorsqu'une femme accouche, elle le fait avec beaucoup de douleur. Pour donner la vie, il y a beaucoup de douleur. Et là aussi, nous sommes en train de travailler à l'accouchement d'une autre société qui va être plus prospère, plus juste, plus fraternelle entre tous nos compatriotes. Et cela aussi se fait avec douleur. C'est tout à fait normal. Et moi, je dis toujours que la douceur, c'est la résultante de la douleur. Bien entendu. En tout cas, ayons confiance et encore une fois, mes sincères condoléances à toutes les personnes et aux familles éplorées par la tragédie de la décharge de Kwankasseur. Et aussi une pensée émue avec l'hécatombe qui a eu lieu la semaine dernière à Freetown. Et pour terminer par rapport à ça, je dois dire une chose. Vous savez, lorsque vous avez un niveau de responsabilité, nos villes sont en train de se développer à une vive allure. Il y a 20 ans, il y a des zones de Conakry qui étaient... C'était de la brousse. C'était la brousse. Ouais. Aujourd'hui, la ville est devenue tentaculaire de Kaloum jusqu'à Dubreka. Ouais. Dans 10